Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, on se retrouve pour la troisième partie du chapitre consacré à la géométrie des masses du cours de mécanique rationnelle. Donc, dans cette partie-là, on va voir comment on écrit, on détermine la matrice d'inertie d'un solide par rapport à n'importe quel repère et comment on définit la matrice du solide par rapport à son repère principal. Donc, il faut savoir que tout solide possède un centre de masse. Donc, si nous mettons au centre de masse un repère qu'on appellera le repère RG, et que ce repère-là, il est principal. Donc, si le repère RG est principal pour le solide S, donc la matrice d'inertie du solide sera diagonale. Ça veut dire nous aurons juste les éléments de la diagonale du tenseur d'inertie qui seront non nuls et les éléments extra-diagonales seront nuls. Donc, on va commencer d'abord par le point matériel, enfin par des rappels sur le moment d'inertie d'un point matériel. Donc, si on a un point matériel P qui est distant de R d'un point O, donc si on calcule le moment d'inertie du point matériel par rapport à O, donc IO, ça va être l'intégrale de R au carré dm directement. Et comme R au carré, c'est le module de R au carré, donc c'est X carré plus Y carré plus Z au carré. Donc, les moments d'inertie par rapport aux axes. Maintenant, si je veux calculer le moment d'inertie par rapport à l'axe, donc, si je calcule par rapport à l'axe X, ça veut dire si je prends la projection de P sur le plan X et sur le plan YZ, pardon, si je projette le plan P sur le plan YZ, donc la distance du point P au point O, ça va s'écrire Y au carré plus Z au carré. Donc, la distance du point P au point O ou bien à l'axe X, O appartient à l'axe X. Donc, si je cherche à calculer le moment d'inertie du point matériel par rapport à l'axe OX, je vais utiliser la distance du point à l'axe. Et cette distance-là, elle s'écrit en fonction de Y et Z. Donc, c'est Y au carré plus Z au carré. Donc, le moment d'inertie du point matériel par rapport à l'axe X, c'est l'intégrale de R au carré dm. Mais R ici, c'est pas le même. C'est pas le R ici. Donc, R ici, c'est la distance entre le point et l'axe des X, qui s'écrit Y au carré plus Z au carré. Donc, si vous regardez ici, le X carré plus Y carré plus Z au carré, c'est le carré de la distance du point au point O, du point P au point O. Mais si je prends uniquement X carré plus Y carré, c'est le carré de la distance du point P à l'axe Z. Si je prends X au carré plus Z au carré, c'est le carré de la distance du point P à l'axe OY. Et si je prends Y au carré plus Z au carré, c'est le carré de la distance du point à l'axe OX. Donc ici, si je calcule le moment d'inertie du point matériel par rapport à l'axe OX, il suffit juste de prendre Y carré plus Z au carré, qui est la distance, le carré de la distance entre le point et l'axe OX. La même chose pour IYY, c'est l'intégrale de X carré plus Z au carré dm, et IZZ, c'est l'intégrale de X au carré plus Y carré dm. Donc, X au carré plus Y carré, c'est le carré de la distance du point P à l'axe ZZ, ou bien à l'axe OZ. Alors, on va parler maintenant des axes principaux et des moments principaux d'inertie. Donc, si j'ai un solide S ayant une matrice d'inertie par rapport à un point O d'un repère R, donc cette matrice d'inertie s'écrit du solide dans une base orthonormée R de OIJK. Donc ça c'est IO, ça veut dire le tenseur d'inertie ou la matrice d'inertie du solide S par rapport à un point O dans le repère R ou bien dans la base IJK. Donc on va dire qu'il existe au moins une base orthonormée de même centre O et de vecteurs unitaires E1, E2, E3 notés RP, le repère principal, de centre O et de vecteurs unitaires E1, E2 et E3, tels que la matrice d'inertie I de S s'écrit dans cette dernière base. Donc, si on fait un changement de base, la matrice d'inertie I de S s'écrit dans cette nouvelle base comme une matrice diagonale, ayant juste les moments d'inertie I1, I2 et I3 et les produits d'inertie sont nuls. Donc, en effet, puisque la matrice d'inertie représente un solide physique, donc elle est définie positive.
définie positive, ça veut dire que non seulement elle a un déterminant non nul, mais en plus le déterminant est supérieur à 0. Ceci nous assure que la matrice est inversible, ça veut dire on peut l'inverser. On peut calculer ses valeurs propres et ses vecteurs propres. Donc on va voir qu'en fait I1, I2 et 3 sont les valeurs propres de la matrice ou bien du tenseur d'inertie I2S, et que la base E1, E2, E3 ne sont que les vecteurs propres correspondant aux valeurs propres I1, I2, I3. Donc, par la suite, on va changer le P ici par G. Ça veut dire qu'on va relier la matrice ou bien le tenseur d'inertie principal du solide, on va le relier à un repère qui est lié à son centre de gravité, et on va calculer la matrice d'inertie principale par rapport à G. Donc le RP ici, ça va devenir un RG. Donc I1, I2, I3 sont les moments principaux d'inertie, et les axes OE1, OE2 et OE3 sont les axes principaux d'inertie. Alors, pour calculer les moments principaux d'inertie, nous devons trouver les zéros du polynôme de troisième degré qu'on appelle l'équation caractéristique. Donc, vous avez vu en cours de maths que pour calculer les valeurs propres d'une matrice, il suffit juste de calculer les zéros du polynôme caractéristique. Donc, il suffit juste de calculer le déterminant de la matrice moins lambda I étant la matrice identité. Donc, lambda est une inconnue, donc comme quand je calcule le déterminant, je vais avoir un polynôme du troisième degré. Donc, les trois valeurs lambda 1, lambda 2 et lambda 3 qui annulent ce polynôme-là du troisième degré, ou bien les zéros du polynôme, c'est les valeurs propres. Donc, une fois j'ai déterminé les valeurs propres I1, I2, I3 correspondant ici à lambda 1, lambda 2 et lambda 3, donc je peux calculer les vecteurs propres en écrivant l'équation pour chaque valeur propre I ou bien lambda, j'ai I de S que multiplie E1 est égal à IE1. Donc l'inconnu ici c'est E1. Et je calcule E1. La même chose, je remplace ici par I2 ou bien lambda 2 et je calcule E2. La même chose pour la troisième valeur I3, je calcule E3. Donc j'aurai à la fin trois vecteurs E1, E2, E3 qui sont des vecteurs unitaires. Bien sûr, ils sont unitaires et qui vont constituer une base. Donc la base E1, E2, E3, c'est la base principale de mon solide. Et ici pour les valeurs I1, I2, I3, donc on va les classer par ordre croissant. Donc quand vous calculez les zéros du polynôme, vous allez avoir trois valeurs, vous les classez par ordre croissant, tel que I2 est supérieur à I1 et I3 supérieur à I2. Donc ici, c'est les trois vecteurs correspondant aux trois valeurs propres, I1, I2, I3, classées par ordre croissant. Alors, maintenant, on va utiliser ces vecteurs propres déjà déterminés E1, E2 et 3 pour constituer une matrice appelée une matrice de passage. Donc, cette matrice de passage P, qui est constituée des vecteurs propres E1, E2 et 3 placés en colonne, donc elle va nous permettre de faire le passage, d'écrire le tenseur d'inertie d'un repère R vers un autre repère R1. Donc, on va supposer que ici par exemple R1 c'est la matrice principale, c'est RP. Donc si j'utilise les vecteurs principaux E1, E2, E3, donc je vais constituer une matrice P, et le fait de multiplier I par rapport à RP par P à droite et P transposé à gauche, ça va me donner le tenseur d'inertie par rapport au repère R. Donc c'est pour ça la matrice P est appelée matrice de passage du repère R1 vers le repère R. Donc ici, remarquez, donc si j'ai deux repères R1 qui est représenté par les axes X1, Y1, Z1 et R2 qui est représenté par les axes X, Y, Z, donc je sais que un point M de coordonnées X1, Y1, Z1, ça va s'écrire comme P, la matrice P que multiplie X, Y, Z. Donc P est appelée la matrice de passage de R1, du repère R1 vers le repère R. Et cette matrice-là, elle est composée des vecteurs principaux calculés précédemment. Donc, si je mets les vecteurs principaux calculés précédemment en colonne, je vais constituer une matrice P.
Si je prends le vecteur, le tenseur d'inertie principal écrit par rapport au repère principal du solide, je le multiplie à droite par P et à gauche par P transposé, je vais retrouver la matrice initiale I de S par rapport à R. Et inversement, si j'ai la matrice du solide par rapport à n'importe quel repère R, je peux trouver la matrice d'inertie par rapport au repère principal en multipliant la matrice initiale par P transposé à droite et P à gauche. Donc, une particularité concernant les matrices de passage, c'est des matrices orthonormales. Les matrices orthonormales, ça veut dire que non seulement les trois vecteurs de la matrice de passage sont perpendiculaires l'un à l'autre. Ça veut dire non seulement ils sont orthogonaux, mais en plus ils sont normés. Ça veut dire que leur module est égal à 1. Donc on dit que la matrice P est une matrice orthonormale. Et une des propriétés des matrices orthonormales est que l'inverse de la matrice, ce n'est que le transposé de la matrice. C'est pour ça ici, au lieu de trouver P-1, on trouve P transposé. Donc rappelez-vous, les matrices de passage ont une propriété mathématique qui se traduit par P-1 égale à P transposé. Pour inverser la matrice de passage, il suffit juste d'inverser les éléments hors diagonale. Voilà, ceci pour le changement de repère par rotation. Donc maintenant, pour écrire la matrice d'inertie d'un solide d'un repère 1 vers un repère 2, donc je dois premièrement glisser le repère et ensuite faire tourner le repère. Donc il y a la composition de deux mouvements, la rotation et la translation. Maintenant on a vu comment déterminer la matrice d'inertie par rotation. Maintenant on va voir comment déterminer la matrice par translation. Donc par translation on utilise le théorème de Huygens que vous avez sûrement vu en cours de terminale. Donc, si le tenseur d'inertie d'un solide S est connu par rapport à son centre d'inertie J dans un repère R de G, I, J, K, donc je vais prendre un solide S et le tenseur d'inertie I de G est connu par rapport au repère, donc ça c'est le repère qui est lié à G. On va considérer que ce repère-là est principal. Alors on peut déterminer le tenseur d'inertie du solide par rapport à l'origine O du repère dans la même base par la relation suivante. Donc maintenant on va faire un glissement, juste un glissement. Donc la base IJK va rester la même puisqu'elle ne va pas tourner. Il y a juste le G qui se déplace en haut. Donc le tenseur d'inertie du solide par rapport à O est égal au tenseur d'inertie du solide par rapport à G dans la même base, RO, plus une matrice que je vais appeler JOJ de S par rapport à RO. Donc cette matrice JOJ de S, elle est définie ainsi. Donc JOJ, c'est la masse du solide que multiplie YG plus ZG au carré. Ça, c'est les coordonnées du centre de masse. Donc pour les éléments diagonales, donc MXG au carré plus ZG au carré. MXG au carré plus YG au carré. Et pour les éléments hors diagonale, nous avons moins MXG YG, moins MXG ZG et moins MYG ZG, et bien sûr JOG symétrique. Donc, pour passer d'un repère lié au centre de masse à un autre repère quelconque, il suffit juste d'ajouter cette matrice-là. Et il faut savoir, donc, une remarque importante, c'est que le théorème de Huygens s'applique entre un repère lié au centre de masse et un autre repère. On ne peut pas l'appliquer entre deux points qui sont autres que le centre de masse. Donc, il s'applique toujours au point qui est lié à un repère lié au centre de masse avec un autre repère qui est lié à un autre point. Bien sûr, on garde la base. Ça veut dire que la base ne tourne pas. Donc, ce qui permet de calculer les moments et les produits d'inertie du solide en O dans le repère ROIJK, sachant ce en G. Donc, les moments principaux d'inertie, donc c'est les moments d'inertie par rapport à G, plus les termes de JOG, donc les trois termes de la diagonale. Et ici, les produits d'inertie, il suffit juste d'ajouter M de XG, YG. Donc, n'oubliez pas que dans la matrice d'inertie lié à ROIJK, donc ce terme-là, il va apparaître en moins. Donc c'est pour ça ici on fait un plus. Donc et à la fin, dans la matrice I de RO, donc on va mettre le moins ici. Donc
Et vous avez les trois produits d'inertie, bien sûr. Alors, maintenant, on va résumer. Alors, je retourne un peu en arrière. Donc, supposons que pour un solide, j'ai sa matrice d'inertie principale par rapport à son centre de masse. Donc, je suppose que RG ici est un repère principal. Ça veut dire que la matrice liée à ce repère-là est une matrice diagonale. Ce qui est le cas généralement pour la plupart des solides. Donc, quand on a un ensemble de solides qui sont liés et qu'on veut déterminer la matrice d'inertie de l'ensemble, donc on doit prendre chaque solide, déterminer sa matrice d'inertie principale. Ensuite, on va écrire la matrice d'inertie de l'ensemble par rapport au repère global. Donc, le repère global qui est différent des repères locaux de chaque solide. Donc, maintenant, supposons qu'on a pour chaque solide son repère local qui est un repère principal. Donc, sa matrice d'inertie, elle est diagonale. Et qu'on veut rapporter la matrice d'inertie, on veut écrire la matrice d'inertie de ce solide-là par rapport au repère global. Donc, le repère global, c'est un repère qui peut être quelconque. Donc, il est en rotation par rapport au repère global et en plus, au repère local, pardon. Donc, le repère global, il est en déplacement et en rotation. Donc, premièrement, je retourne en arrière. Il faut utiliser cette relation-là. Donc, il faut utiliser les vecteurs principaux pour constituer la matrice de passage. Ensuite, on multiplie la matrice d'inertie par rapport à RG par la matrice de passage à droite. Ensuite, par la matrice transposée à gauche pour avoir la matrice d'inertie du solide par rapport à la base principale. Ensuite, on va utiliser, je reviens en avant, le théorème de Huygens. On va utiliser le théorème de Huygens pour translater maintenant la nouvelle matrice du repère local vers le repère global. Donc, une fois on a obtenu la matrice du solide écrite dans le repère global pour tous les ensembles, on peut procéder à la somme. Donc, pour calculer la matrice d'inertie globale de l'ensemble, il suffit d'ajouter les matrices une à une, donc pour constituer la matrice globale. Donc, il faut savoir qu'on ne peut ajouter ou bien faire la somme de matrices que lorsqu'elles sont écrites par rapport à la même base. Donc ici, donc ce qui se fait numériquement dans les logiciels de calcul, donc quand on demande à un logiciel de calculer la matrice d'inertie par exemple d'un ensemble constitué de plusieurs pièces, donc il va calculer la matrice principale de chaque élément indépendamment. Ensuite, il va ramener ces matrices-là au repère global de l'ensemble. Donc ensuite, il va additionner les différentes matrices pour constituer la matrice globale de l'ensemble. Voilà. Ceci termine la troisième partie du chapitre dédié à la géométrie des masses. Merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.